les chronophiles, bienvenue dans ce 10e épisode de Chronoflexion. D'ailleurs, pour célébrer ce chiffre rond, je vais tout de suite me débarrasser de ce filtre de bande dessinée qui me colle à la peau depuis le début. J'en pouvais plus de ce filtre. Cet épisode est consacré à un type de montre que soit vous adorez, soit vous détestez. Bon, si vous n'êtes pas fan du sujet, avant de partir, mettez-moi un petit like, ça soutiendra la chaîne, merci. C'est sympa, merci. Et de vous abonner parce qu'il y aura d'autres épisodes qui vont vous plaire. Bref, il s'agit bien entendu des montres squelettes. Et je vais vous en présenter 5. Les voici d'ailleurs. Et pour les amateurs de montres vintage, je vais vous en présenter une 6e à la toute fin de cet épisode. Donc restez bien avec moi. Il s'agit de cette montre-ci. Est-ce qu'elle est à l'endroit? Oui. Il s'agit de la première montre électronique jamais conçue. Ouais, qui est la première montre électronique. Électronique! Elle est électronique. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est une très belle montre. Elle a été produite dans les années 60. Elle concurrence les montres à quartz sur le terrain de la précision, mais elle concurrence aussi les montres mécaniques high-bit sur le terrain de la fluidité de la petite trotteuse. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et c'est une montre squelette, en tout cas squelette dans le sens où on peut voir ses entrailles. Par contre, on ne peut pas voir au travers. Hop! Elle est là, elle est plus là, elle est là, elle est plus là, elle est là, elle est plus là. Bref, si vous voulez la voir, restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti et on va commencer avec la Swatch Podium Sound YAS 100G. Sortie depuis plusieurs années, elle est toujours disponible chez Swatch et elle présente les principales caractéristiques de la squelette idéale dans la mesure où le mécanisme est largement visible sur le cadran et par le fond du boîtier transparent. Il y a d'ailleurs un détourage sommaire de plusieurs pièces métalliques non essentielles du mécanisme qui laisse bien apparaître les arcanes du mouvement automatique ETA 2842. Alors oui, il s'agit d'un ETA 2842 et non pas d'un 2824. Sobre et minimaliste, elle est construite en acier inoxydable poly 316L. Elle fait 37,4 mm de diamètre, 12,5 mm d'épaisseur. La largeur du bracelet est de 15 mm. Elle pèse 102 grammes, elle est étanche à 30 mètres, 3 barres, donc en fait c'est pas vraiment étanche. Son verre est en plastique, ses aiguilles sont luminescentes et elle possède une jolie trotteuse lollipop, idéale pour faire des photos poses longues comme celle-ci. Elle est également vendue avec un chouette bracelet propre à Swatch, plutôt confortable, avec un fermoir de type plongée, ce qui est original pour une montre habillée, mais il ne vous aura pas échappé que le boîtier se rapproche un petit peu de la forme de ceux des Submariner. Et cette jolie montre est vendue à 185 €. Elle existe aussi avec un bracelet en cuir, elle s'appelle alors la YAS 100D, vendue à 165 €. Swatch a la réputation de produire des montres jetables. Celle-ci n'aura effectivement pas la durabilité d'une Rolex, mais sur les forums, beaucoup d'utilisateurs témoignent de sa fiabilité à travers le temps. Plus de 10 années sans aucune réparation, c'est le genre de commentaires que j'ai souvent vu dans les forums de discussion. C'est donc une montre qui a fait ses preuves, et elle a aussi fait bien des heureux et des heureuses pour un prix défiant toute concurrence quand on connaît la qualité générale des mécanismes ETA. Parmi les points négatifs, eh bien, comme beaucoup de montres Skelton, la lisibilité n'est pas son fort. Son mécanisme n'est pas non plus d'une précision exemplaire. Oscillant à 21 600 alternances par heure, elle peut gagner jusqu'à 28 secondes par jour. Mais l'avantage, c'est qu'elle n'en perd pas. Et donc on sera tout le temps en avance. Ça reste toutefois dans les normes pour une montre mécanique, surtout à ce prix-là. La luminescence des aiguilles n'est pas très puissante, mais elle fera le job pendant quelques heures pour des yeux habitués à l'obscurité. Il y a aussi cette roue au milieu qui a été ajoutée et qui en gêne certains. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça et l'ensemble me rappelle une bonne vieille mécanique horlogère. Je trouve ça plutôt plaisant. Ce n'est pas totalement ubuesque. La deuxième montre squelette que je vous présente, c'est encore une Swatch. Il s'agit de la Blorang Flymatic YIS 430. Mais cette fois-ci, c'est une Swatch nantie de leur fameux mouvement mécanique Système 51. Et il s'agit ici d'une montre squelette d'une nature différente, puisqu'on ne peut voir qu'une partie de son mécanisme et que la lumière du jour ne passe pas au travers. Lancé en 2013, le Système 51 a créé une petite révolution dans l'histoire horlogère. Constitué de 51 composants assemblés par une vis centrale, ce modèle de mécanisme est le premier à avoir été entièrement assemblé par une machine. Il offrirait une précision de plus ou moins 10 secondes par jour, ainsi que 90 heures de réserve de marche, rien que ça. Mon exemplaire, par exemple, semble plus indiscipliné qu'annoncé, parce que la moyenne des résultats que j'ai obtenus se situe aux alentours des plus 12 secondes et moins 8 secondes lorsqu'elle est remontée à fond. Les Mountain Grapher a enregistré de nombreuses variations plus importantes inopinées. Peut-être qu'un petit retour en SAV s'imposera. La Blorang YIS 430 m'a cependant tout de suite tapé dans l'œil et je l'ai acheté sur un vrai coup de tête. Son cadran est ajouré en partie. Sa trotteuse turquoise en forme d'étoile ninja est une première chez Swatch et la partie du cadran recouverte est artistiquement sillonnée. Elle possède un guichet date à 6 heures et une assez bonne lisibilité. Avec un boîtier en acier inoxydable joliment poli de manière uniforme, son diamètre est de 42 mm, son épaisseur de 13 mm, elle pèse 44 grammes,
Ses aiguilles principales sont luminescentes, sauf la trotteuse, et elle fait 3 ATM. N'allez donc pas nager avec votre Swatch. Le verre est en plastique, son bracelet est en caoutchouc, très confortable, avec une petite boucle ardillon classique. Elle est vendue à 220 € et tirée en édition limitée, mais on ne sait pas vraiment à combien d'exemplaires exactement elle a été tirée. La troisième montre que je souhaite vous présenter, c'est la fameuse Siga Design M Series. Alors je vais passer très rapidement sur celle-ci, car elle fait l'objet d'un épisode entier que je vous invite à voir ou à revoir en cliquant en haut à droite. Je vous rappelle simplement que cette montre est fabriquée en titane de grade 2, elle mesure 45 mm de diamètre, c'est assez imposant, mais les attaches du bracelet en silicone étant sous le boîtier, son diamètre semblera un petit peu moins imposant sur des poignets moyens. Elle fait 12 mm d'épaisseur, 73 grammes, poids plume grâce au titane, 3 ATM, encore une fois, c'est une montre qui n'est pas vraiment étanche. Mais elle possède un verre saphir plat traité anti-reflet, un mécanisme automatique Seagull ST255 1JK customisé, délicieusement ajouré. Les aiguilles sont luminescentes, sauf la trotteuse, alors c'est une luminescence assez pâle. Son mécanisme enregistre un score très honnête, de plus 11 secondes par jour, stable dans toutes les positions, et il possède une réserve de marche de 40 heures. Cette montre est solide, elle a un côté design, légèrement exubérant et atypique, qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Moi, je la porte assez souvent en ce moment, je l'aime bien, et son calibre est de toute beauté, et son prix aussi d'ailleurs, 238 €. C'est particulièrement attractif pour les caractéristiques de cette montre. Mais encore une fois, attention, elle n'est pas forcément pour tout le monde, et surtout, oubliez-la si votre poignet est inférieur à 16,5 cm. Alors là, on va monter d'un coup dans les gammes des montres squelettes que je vous présente, avec la Oris Arctis GT Skelton. Elle est de toute beauté. Boîtier en acier 316L, lunettes polies avec marqueur des dizaines gravées, cornes polies et brossées, un superbe travail d'une finesse qui saute tout de suite aux yeux. 42 mm de diamètre, elle est assez fine avec une épaisseur de 11,5 mm. L'entrecorne est de 21 mm, elle ne pèse que 84 grammes. Le verre est en saphir bombé et traité anti-reflet sur la face intérieure. Elle est étanche à 100 mètres, 10 ATM. Avec une couronne vissée. Ces marqueurs aiguilles des heures et minutes sont recouverts en partie de Luminova BGW9, une peinture luminescente de haute qualité, mais dont l'éclat lumineux ne dure pas très longtemps sur les aiguilles de celle-ci, étant donné la finesse de la peinture qui est apposée sur les marqueurs et sur les aiguilles. Son mécanisme est un Oris 734, construit sur la base d'un Sellita SW201, dont le travail de détourage des ponts apparaît au grand jour, au centre de ce superbe cadran ouvert et sillonné, qui supporte en plus des index en 3D. Son prix est de 2400 €. Mais vous pouvez la trouver moins chère, un petit peu moins chère en tout cas, par exemple chez Watch Deal, un site allemand, où elle était dernièrement aux alentours des 1800 €. L'extrémité de la petite aiguille est peinte en rouge, soulignant la nature GT, sportive de cette superbe montre. Le magnifique bracelet d'une irréprochable qualité est en cuir perforé marron, ici encore en écho au sport automobile, nanti d'une boucle déployante avec ce petit perlage rappelant le travail de finition existant sur les ponts de certains mécanismes, mais non visible sur le Sellita de celle-ci, car il a été entièrement détouré pour un effet squelette absolu. Le cadran est particulièrement lisible pour une montre squelette, car une partie de celui-ci demeure couvert et on retrouve ainsi des index sous forme de repères bien visibles qui brillent de mille feux au soleil et illuminent dans la pénombre. Je crois que je viens d'inventer un verbe là. Non, vraiment, cette montre, elle est parfaitement réalisée, son design est pur et sportif et son squelette exemplaire. En plus de quoi, elle procure ce petit effet waouh quand je la porte, qui n'est pas désagréable. Et puis, c'est une Oris, et Oris possède une solide réputation. Je me permets de vous renvoyer pour cela à mon épisode sur les montres humanitaires, là, en cliquant encore une fois en haut à droite. En tous les cas, celle-ci, je vous la recommande chaleureusement. D'autant que son mécanisme oscillant à 28 800 alternances par heure et offrant une réserve de marche classique de 38 heures, a été super bien calibrée. Elle affiche un retard maximum de 6 secondes par jour. Enfin, la cinquième montre, la X41 de code 41, je ne pouvais pas l'oublier celle-ci. Il s'agit de ma petite chérie. C'est une montre conçue par une micro-marque qui s'est lancée dans l'univers de l'horlogerie en décembre 2016, dont on a déjà parlé sur cette chaîne, Code 41. J'ai d'ailleurs récemment consacré un épisode estival à celle-ci, là encore une fois en haut à droite si ça vous intéresse, dans lequel je vous invitais à rentrer dans les entrailles de son mécanisme exceptionnel. Comme vous pouvez le voir sur ces images, cette montre est magnifiquement réalisée. Son mécanisme a été créé sur mesure par une manufacture suisse indépendante du grand art. Le boîtier est en titane de grade 2. À noter que les nouvelles versions de cette X41 sont faites en titane de grade 5, bien meilleur encore. Son diamètre est de 42 mm, comme l'Oris. Son épaisseur est de 11,7 mm. On n'est pas loin de l'Oris encore une fois. Son entrecorne est de 24 mm. Cette version de la X41 ne fait que 5 ATM, contre 10 ATM pour les nouvelles versions. Cette montre est quand même vendue à 5500 €. Bon, pour le coup, c'est peut-être un peu cher,
Mais franchement, au vu de la qualité générale et de la réalisation exceptionnelle de cette toquante, c'est pas si cher que ça. Cette montre est une vraie squelette et son mécanisme périphérique exclusif vous laisse admirer les 29 composants sous tous les angles. Celle-ci est régulée pour une précision honorable de +7, -2 secondes par jour. On est loin d'une structure classique. Les ponts font partie intégrante de son design original et unique dans l'univers horloger moderne, un peu agressif dans le bon sens du terme. Elle possède des lignes intérieures qui sont taillées en biseau et ce titane bleuté est de toute beauté. Il semblerait que le designer de cette montre se soit inspiré des architectures citadines modernes telles que celles que l'on peut admirer à New York par exemple. Quand on commence à la regarder, on a vraiment du mal à décoller les yeux de cette mécanique superbe, hypnotisante et envoûtante. Alors certes, il faut y mettre le prix. Sachez cependant que Code 41 a également produit une autre montre, la Day 41, qui est affichée à 1 200 € et qui partage un design similaire avec celle-ci, mais son mécanisme est un mécanisme de série, plus classique, un STP, néanmoins de très bonne facture. Enfin, on arrive à la petite surprise, la Bulova Accutron Space View 214 circa de 1969. En tout cas, le modèle que je possède ici est un modèle de 1969, mais c'est une montre qui a commencé à être produite au début des années 60. C'est une montre électronique, vintage. Pour finir en beauté, j'ai pas pu résister à la tentation de vous la présenter. Vous pouvez encore la trouver assez facilement sur eBay, entre 400 et 600 €. Sa particularité est qu'elle est la première montre électronique conçue en 1960, une décennie avant les premières montres à quartz. Elle avait surpris et enthousiasmé le monde de l'horlogerie par sa modernité, sa précision et son design, en rupture totale avec les codes de l'époque. Il s'agit en effet du tout premier garde-temps électronique sans ressort ni échappement, mais pourvu d'un diapason qui produit un bourdonnement envoûtant de 360 Hz au lieu du tic-tac traditionnel. Je vais vous le faire écouter d'ailleurs. Voilà. On peut imaginer que Bulova était si fiers de cette innovation qu'ils ont choisi de révéler les entrailles électroniques de cette montre, ainsi que son petit diapason, qui est d'ailleurs le logo de la marque elle-même, plutôt que de l'habiller avec un cadran opaque, ce qui en fait une montre squelette électronique, au sens large du terme, car on ne peut pas voir au travers. Cette montre est toute petite, elle fait moins de 37 mm de diamètre, du coup elle apparaît assez ridicule sur mon poignet, on dirait presque un bouton de manchette, mais il faut savoir qu'à l'époque les montres étaient de petite taille, même pour les hommes. Il était rare qu'une montre dépasse les 36 mm avant les années psychédéliques. En tous les cas, celle-ci est un joli symbole à elle toute seule. Il s'agit quand même de la première montre électronique. Et regardez cette aiguille, rien à voir avec les secondes mortes des montres à quartz. Au passage, en horlogerie, on appelle la seconde morte une aiguille qui se déplace au rythme d'1 saut par seconde, par opposition aux multiples sauts que la trotteuse effectue lorsqu'il s'agit d'une montre mécanique. D'ailleurs, cette aiguille ne semble faire aucun saut. Elle effectue son déplacement d'une manière plus fluide encore que s'il s'agissait d'un mécanisme high beat oscillant à 36 000 alternances par heure. Et si ce sujet vous intéresse encore davantage, dites-le moi dans les commentaires, car je pourrais bien y consacrer un nouvel épisode pour dresser un éventail beaucoup plus large de l'existence sur le marché, des montres squelettes allant d'une valeur de 65 € à 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, pourquoi pas? Et oui, pourquoi pas? Question de rêver un petit peu, mais surtout de beaucoup s'amuser. C'en est tout pour cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le liker, de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche en bas à droite aussi, parce que ça vous permettra de recevoir les notifications des prochaines parutions sur Conflexion. Partagez cet épisode avec vos proches qui seraient intéressés par le même sujet. Merci encore de votre fidélité. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous brosser les dents, de vous laver les mains, de porter votre masque. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt pour de nouvelles aventures temporelles. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense, après avoir dit ça, j'ai tout dit.